Immersion au cœur de la manifestation messine contre la réforme des retraites, Lise et Sylvain sont partis de Sarreguemines pour participer au cortège de quelques 1300 manifestants. Aide intercommunale à l'investissement, c'est un coup de pouce financier de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence en direction de commerçants, d'artisans et de petites entreprises de moins de 20 salariés. Dernier bénéficiaire en date, la boulangerie au Grain de Folie à Visvillers et l'entreprise Fico Filtration en zone industrielle de Sarreguemines. Fico Filtration va s'agrandir et devenir propriétaire de ses locaux. L'entreprise sarregueminoise spécialisée dans le développement, la production et la distribution de filtres et composants emploie 15 personnes en zone industrielle. Dans quelques mois, son déménagement rue Joly va lui permettre de se développer en passant de 900 à 1400 mètres carrés. La reine de la classe, c'est l'abeille. Dans le cadre d'un projet pédagogique, les écoliers de Sarralbe vont construire et décorer des ruches. Une action et une sensibilisation au monde des abeilles qui seront récompensées par des pots de miel. Du rire et des larmes pour une histoire d'amour, la pièce de théâtre mise en scène par Alexis Michalik était programmée dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Plus que quelques jours pour admirer une crèche très particulière à Aachen. Elle est l'œuvre de Gérard Lénart, passionné par les santons de Provence, qui construit les décors malgré son handicap visuel. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on s'intéressera au 60e anniversaire du traité de l'Élysée avec notamment un focus sur le lycée franco-allemand de Saarbrück. Ce sera dans notre émission transfrontalière Grenzenlos. On commence par un retour sur la mobilisation contre la réforme des retraites. Hier, vous avez pu suivre sur notre chaîne les actions menées sur notre territoire. On vous propose aujourd'hui une immersion au cœur du périple des grévistes sarregueminois. Direction le CHS d'où 4 bus de manifestants sont partis pour la manifestation départementale à Metz. C'est un reportage de David Aurès et Thibaut Desmerlet. C'est bientôt l'heure du départ. Parmi les 120 manifestants qui se sont rassemblés sur le parking du CHS, des personnes venant de différents milieux professionnels. Mais ils ont tous un objectif unique, prendre part à la manifestation départementale contre la réforme des retraites. 4 bus partent en direction de Metz. Sur place, le rendez-vous est donné à la gare, la foule s'amasse. À l'intérieur, des grévistes venant de tout horizon, des personnes syndiquées comme des non-syndiquées. Parmi les Sarregueminois, on retrouve Lise, une étudiante qui manifeste pour la première fois, et Sylvain, un retraité qui a déjà participé à beaucoup de manifestations. Alors oui, je me sens concernée par solidarité pour mon entourage et les personnes autour de moi qui travaillent. J'espère que les politiciens prendront en compte la volonté du peuple qui manifeste et écouteront cette volonté. Je fais partie de l'UDR Union départementale des retraités forces ouvrières. Et puis deuxièmement, pour montrer une solidarité entre les générations. Tout le monde attend le début du cortège avec impatience. Pour garder une atmosphère optimale, on chauffe les manifestants du côté de la force ouvrière. Après 3 quarts d'heure d'attente, le cortège des Sarregueminois se lance. Un circuit à travers la ville, de la place Mondon en passant par la place de la République et la place d'Armes. C'est top, on est nombreux, très nombreux même, je pense qu'on peut dire. Alors on attend les chiffres de la police, mais bon, il semblerait qu'on soit à peu près 15 000. Le défilé des manifestants arrive devant la préfecture après 1h30 de marche pour une prise de parole intersyndicale. Il est sans attendre, les organisations départementales nous appellent pour réunir dès demain sur vos lieux de travail pour décider à nos syndicats de reconduire la grève et pour faire reculer ce gouvernement. On est prêt à se battre pour défendre notre système de retraite. Il y a des choses qui vont se passer dans les jours qui viennent et il y aura d'autres temps forts très vite. Pour Lise et Sylvain, c'est la fin d'une longue journée. Ils nous ont fait part de leur retour. J'ai trouvé ça très impressionnant, il y avait énormément de monde, les gens se sont vraiment manifestés pour cette cause des retraites et c'était vraiment beau à voir qu'il y ait tellement de monde qui sort dans les rues pour ça. C'est un sentiment de joie puisqu'effectivement, vu le nombre de personnes, c'est rarement qu'on a vu une manifestation de cette taille à Metz et ça m'a très impressionné. 17h, la manifestation se termine et s'est déroulée dans le calme.
Elle aura réuni plus de 13 000 manifestants. Un mouvement solidaire avec une seule mission, faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites. Pour les Sarregueminois, cette première journée se termine. Direction la maison, en attendant la prochaine journée d'action. Petite devinette à présent, quel est le point commun entre l'entreprise Fico Filtration et la boulangerie au Grain de Folie ? Pas grand-chose a priori, la première produit des filtres et l'autre du pain, mais ce qui les unit, c'est le coup de pouce économique dont elles ont bénéficié de la part de la CASC dans le cadre du dispositif d'aide intercommunale à l'investissement. Plus d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Chaque jour, Tristan Schneider et son équipe utilisent ce laminoir pour faire des croissants et ce pétrin pour faire du pain. Du matériel indispensable dans une boulangerie, mais relativement coûteux à acquérir. Pour l'aider à s'équiper, il a reçu un coup de pouce financier de la part de la CASC dans le cadre de l'A2I, l'aide intercommunale à l'investissement. Cette aide m'a permis à ce que ma trésorerie ait un second souffle, c'est-à-dire j'ai pas eu besoin d'investir plus qu'il en faut. Du coup, j'ai pu payer d'autres fournisseurs et d'autres choses avec cet argent qu'on m'a donné. A noter que la région Grand Est a également accordé une aide à la boulangerie pour lui permettre d'acheter un four. Elle s'élevait celle-ci à 7 900 €. À Sarreguemines aussi, une autre structure a reçu de l'argent de la CASC dans le cadre de l'A2I, l'aide intercommunale à l'investissement. Il s'agit de Fico Filtration, située en zone industrielle. Elle intervient dans la production de filtres et de tôleries fines. Elle a dû investir récemment et a également pu compter sur le soutien de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Une aide bienvenue. Nous avons pu réaliser donc des nouveaux investissements pour la modernisation de notre parc machine. Nous avons investi dans une nouvelle colleuse. C'était suite au rachat d'un de nos clients. Donc on a dû s'équiper de nouveaux produits et avec tout ça on a pu créer 4 nouveaux emplois. Fico Filtration et au Grain de Folie ne sont pas des cas isolés. D'autres sociétés ont reçu de l'argent de la CASC dans le cadre du dispositif A2I. Depuis début 2019 jusqu'à ce jour, 67 dossiers ont été traités, ce qui représente 285 000 € qui ont été attribués dans le cadre de différentes opérations qui sont parfois des opérations de modernisation ou d'extension ou de nouvelles créations de sociétés. Il faut rappeler que ces aides s'adressent avant tout à des petites entreprises qui ne dépassent pas les 20 personnes en matière de personnel. En plus du montant de cette aide, plafonné à 5 000 €, la CASC a renforcé ce dispositif en accordant depuis 2021 1 000 € supplémentaires par emploi créé ou maintenu en cas de reprise d'entreprise en difficulté et 750 € supplémentaires par contrat d'apprentissage signé. Si elle a un nouveau projet, une société qui a déjà bénéficié d'une aide peut refaire une demande 3 ans après. Pour demander cette subvention A2I, il est nécessaire de s'adresser à Espace Entreprise. Double actualité pour l'entreprise Fico Filtration. En plus de recevoir de l'aide intercommunale à l'investissement, la société a montré aux membres de la délégation CASC Espace Entreprise l'avancée de son chantier. Fico Filtration est en train de construire un nouveau local, toujours en zone industrielle de Sarreguemines, mais rue René-François Joly cette fois. Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. L'entreprise Fico Filtration va entrer dans une nouvelle ère. Au fur et à mesure des mois et des années, la société s'est étendue pour occuper de plus en plus de place. Aujourd'hui installée rue Joseph Cugnot, elle déménagera dans quelques mois rue René-François Joly, toujours en zone industrielle de Sarreguemines. Nous avons construit ce nouveau local parce qu'aujourd'hui nous travaillons sur 3 structures différentes, ce qui nous fait des flux qui ne sont pas du tout appropriés. Et nous allons ici être beaucoup plus à l'aise pour la production de nos produits. Au total, sur les 3 structures qu'elle occupe actuellement, l'entreprise Fico Filtration, spécialisée dans le développement, la production et la distribution de filtres et composants, occupe près de 900 m². Ici, rue Joly, elle disposera de près de 1400 m². Les quelques 15 personnes qui travaillent pour cette société auront davantage de place pour travailler et des embauches ne sont pas à exclure par la suite. Le but, c'est de se développer toujours encore. Donc on a la possibilité de construire, d'agrandir le bâtiment actuel si les besoins se présentent dans le futur.
Autre changement majeur pour l'entreprise, elle ne sera plus locataire, mais propriétaire des locaux qu'elle occupera. L'installation est prévue pour les mois de mai-juin. Le montant de l'investissement s'élève à près de 800 000 €. Pour l'accompagner dans son projet de construction, Ficofiltration a reçu de l'aide de la CASC et du département. La région Grand Est a, elle, proposé une aide dans le cadre de l'investissement matériel. La biodiversité et l'environnement sont des thèmes auxquels il faut sensibiliser dès le plus jeune âge. Un leitmotiv pour la commune de Sarralbe qui lance un nouveau projet pédagogique, la reine de la classe. Le but, faire découvrir le monde des abeilles aux plus petits. Reportage de Morane Grancola. Après les oiseaux l'an dernier, place aux abeilles. Les quelques 400 élèves des écoles primaires et maternelles de Sarralbe-Erech vont travailler cette année sur le domaine de la ruche. Vendredi dernier, un apiculteur a fait le déplacement pour leur présenter le monde des abeilles. Alors premièrement, c'est déjà un grand plaisir de rencontrer les enfants et de leur transmettre, c'est pas une vocation, mais ce besoin qu'ont les apiculteurs pour la préservation déjà de la biodiversité et surtout pour sauver nos abeilles qui aujourd'hui en fait sont en danger. Et donc on a besoin en fait de faire savoir en fait que ces abeilles sont essentielles dans nos vies de tous les jours pour la pollinisation. Et si elles disparaissent, l'humain, c'est-à-dire nous, on va avoir quelques petits problèmes pour notre avenir. Les enfants, comme vous pouvez le voir là, donc je ne sais pas si on le voit, donc ce sont en fait des bons vecteurs, des bons relais, c'est un bon public pour pouvoir en fait être sensibilisés et transmettre en fait cette information comme quoi les abeilles, elles ont besoin de nous. Et pour les sensibiliser au mieux, le programme pédagogique sera adapté sur le thème des abeilles tout au long de l'année. Et les abeilles étaient pour nous un thème à aborder avec les enfants, autant petite section qu'au CM2, parce qu'on va élaborer on va mener des activités autour des matières, autant de l'art, de la musique, de la lecture, des mathématiques. On va aborder toutes les disciplines avec ce thème. En plus d'un programme adapté, chaque classe aura pour mission de décorer sa propre ruche avant de la renvoyer à l'apiculteur pour produire du miel. À la fin de l'année scolaire, chaque classe recevra 30 pots en guise de récompense. Et pour décorer ces pots, un concours de dessin sera organisé pour créer les futures étiquettes. Un projet pédagogique complet, initié par la municipalité de Sarralbe. C'est très important parce que ça, c'est aussi ce qui avait été décidé au niveau de la campagne, qu'on allait axer très fortement sur l'environnement, et c'est exactement ce qu'on fait. Donc on a aussi eu déjà 4 libellules, c'est les récompenses nature qu'on a reçues, et ça fait partie de cela également. Mais là on parle d'un volet, donc là c'est le volet scolaire, et on fera également un volet pour le public. Pour le public, rendez-vous à la fête du printemps qui se tiendra au mois d'avril. Les visiteurs seront invités à découvrir diverses animations autour des abeilles. Du rire et des larmes pour les spectateurs d'une histoire d'amour. C'est le titre de la pièce de théâtre qui était programmée hier soir dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, bouleversante au point que des larmes étaient visibles sur les visages de certains spectateurs. Reportage. Ça te dirait d'aller boire un verre là maintenant ? Ouais, maintenant. L'histoire démarre avec Justine et Katia. L'une est homosexuelle, l'autre hétérosexuelle. L'amour sera plus fort et les réunira, puis naîtra leur volonté d'avoir un enfant. On suit alors leur parcours ponctué par des inséminations artificielles et des désillusions. Lorsque Katia tombe enceinte, Justine disparaît. 12 ans plus tard, Katia apprend être atteinte d'un cancer. Sa priorité est alors de trouver un tuteur pour sa fille. Une pièce de théâtre touchante qui aborde des thématiques de société. Cette pièce, mise en scène par Alexis Michalik, a obtenu un Molière. Est-ce que tu veux que cet enfant perde sa mère ? Mais c'est pas dit ça, arrête, on sait pas. Mais c'est maintenant qui compte. C'est nous deux, c'est maintenant. On va lui donner tellement d'amour à cet enfant. C'est vraiment ce que tu veux. C'est vraiment ce que je veux. Tu sais que je pourrais pas l'adopter. Je sais. Si t'arrive quelque chose, j'ai aucun droit dessus. Aucun. Je sais, mais il va rien arriver. Ni à toi, ni à moi. Les lumières de la salle rallumées, on pouvait observer les yeux embués des spectateurs. Preuve des émotions fortes transmises par cette pièce, jouée à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Je vous propose maintenant de faire la rencontre de Gérard Lénart. Il a une passion originale, les santons de Provence, et il ne se contente pas de les collectionner. Il en a créé une crèche qu'il expose à son domicile et qu'il vous est possible d'admirer, contrairement à Gérard Lénart qui souffre d'un handicap visuel. Portrait réalisé par Marie-Morgane Pires et Guillaume Diemonteil. Voici Gérard Lénart.
Un homme de 75 ans qui s'est découvert il y a plusieurs années maintenant une passion pour les santons de Provence. Ces petites figurines en argile qui représentent la crèche de Noël, mais aussi une multitude d'autres personnages qui rappellent de vieux métiers. Originaire de Vitrain, Gérard a été dès ses 39 ans inapte pour travailler en raison de son handicap visuel. Il a une maladie génétique et au fil des années, son champ de vision s'est réduit. Il a eu la volonté de maintenir une activité et c'est alors qu'il a acquis ses premiers santons de Provence. Déjà dans son ancienne maison à Eaglesart, il a commencé à les exposer en créant une crèche pour la période de Noël. Ne pouvant pas profiter des illuminations de cette période, c'est sa manière à lui de mettre en avant cette fête. Ceux qui ont le même handicap que moi, la lumière, elle n'a plus beaucoup d'importance. Mais Noël, c'est pour moi, il y a eu la naissance du Christ, donc une vie. Et la vie, ça c'est important aussi de nos jours. La vie, elle est nécessaire. Et pour cela, j'ai conçu cette crèche. Gérard a déménagé à Arronne il y a quelques mois. Il était essentiel pour lui de perpétuer sa désormais traditionnelle crèche à son nouveau domicile. Cela lui permet d'avoir une occupation durant la période hivernale. Ici, il m'a fallu 2 mois parce que j'ai dû refaire tout l'échafaudage, parce que c'est tout un échafaudage, et tout refaire à neuf. J'ai commencé le 3 octobre et j'ai terminé le 1er décembre. Un travail important, car s'il achète les figurines, les décors et les bâtiments sont, eux, réalisés de ses mains. Cette crèche, composée d'une 40aine de santons de Provence, est visible à son domicile, situé au 1 rue des Acacias, à Arronne. Ceux qui viendront visiter, ils pourront se faire une idée et se dire « Ah, même avec un handicap, on arrive à réaliser certaines choses ». Du menuisier au cordonnier en passant par le bouilleur de cru ou la boulangère, vous pouvez découvrir toutes ces scénettes de vos propres yeux jusqu'à la fin du mois de janvier. On jette un œil aux prévisions de Météo France pour demain et ensuite on traverse la frontière avec Grensenlos. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on commencera la journée de demain sous un ciel légèrement encombré qui devrait se dégager dans le courant de l'après-midi pour laisser place à des éclaircies. Les températures minimales iront de -3 à -1 degré et les maximales de 2 à 3 degrés. Et pour le reste du week-end, de la neige est attendue pour dimanche. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Agnès et il fera jour de 8h19 à 17h13. Passez tous une très belle journée et un très bon week-end et à très vite. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre. Cette semaine, je reçois le grand magicien et ventriloque Anthony Majestic. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Des conneries. Anthony, oui. La semaine dernière, j'étais le seul à répondre à la question de la maîtresse. Et c'était quoi la question? Qui a mis une punaise sur ma chaise? Dis-moi, Lulu, tu sais calculer? Oui. Alors, 12 bouteilles de vin à 3 €, ça fait combien? Chez nous, à la maison, ça fait 3 jours. Mais tu calcules comme une tête de pipe. Allez, je te laisse une autre chance, d'accord? Vous allez en prendre plein la vue. Ne manquez pas votre rendez-vous artistique. C'est mardi sur Mosaïque Cristal. Grensenlos, c'est notre émission mensuelle transfrontalière réalisée en partenariat avec OKTV et TV8 Moselle-Est. Et en ce mois de janvier, on ne pouvait pas passer à côté du 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Je vous laisse en compagnie de Christelle Jambon.
Hallo und herzlich willkommen, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission transfrontalière. Le 22 janvier 1963, il y a 60 ans, jour pour jour, était signé le traité de l'Élysée par le président français Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer pour inciter à une meilleure coopération entre la France et l'Allemagne et ce, dans divers domaines comme l'enseignement. J'ai le plaisir aujourd'hui d'aller à la rencontre du directeur et de la proviseure du lycée franco-allemand de Sarrebruck. Voici le sommaire de l'émission. Nous commencerons par une présentation du lycée franco-allemand en chiffres et en images. À la tête de l'établissement pour la partie allemande, le directeur Stefan Hauter et côté français, la proviseure Christine Wallibouz-Huguen sont nos invités du mois. CP, CE1, CE2, le labo interculturel se consacre au nom des classes à l'école en France et en Allemagne. Jongler avec les deux langues, c'est le quotidien des élèves à l'école biculturelle de Frémin-Merlebach. Nous leur avons demandé ce que le traité de l'Élysée leur évoquait. Et pour finir, tricoter pour une bonne cause, l'initiative Streckel mit Herz à Schönau allie passe-temps, convivialité et altruisme. Le premier lycée franco-allemand a été fondé à Sarrebruck. Marie-Morgane Pires nous le présente, cet établissement en chiffres et en images. Bienvenue au lycée franco-allemand de Sarrebruck. L'établissement a ouvert ses portes en septembre 1961. Il fait partie des 5 lycées franco-allemands à l'heure actuelle. Les autres sont situés à Buß, Fribourg, Hambourg et Strasbourg. S'il porte le nom de lycée, il accueille également en son sein un collège. Il s'agit du premier lycée binational qui intègre les pédagogies de l'Allemagne et de la France. Après des travaux d'harmonisation des programmes des deux pays, le premier baccalauréat s'est tenu au printemps 1972. Ce diplôme franco-allemand donne ensuite accès à des études dans des pays francophones et germanophones. Le lycée est géré par un chef d'établissement nommé par le ministère sarrois de l'Éducation. Il est accompagné d'un adjoint, un proviseur français, proposé cette fois par le ministère des Affaires étrangères. Au sein du lycée franco-allemand, ou LFA, on retrouve des enseignants des deux pays voisins. Il accueille environ 1000 élèves de part et d'autre de la frontière. 2 tiers pour le collège et 1 tiers scolarisés au lycée. Les jeunes qui viennent du système scolaire allemand peuvent accéder au lycée sur décision d'orientation de leur école primaire. Ceux qui sortent du système français peuvent intégrer l'établissement sur décision d'orientation également, s'ils viennent d'une école française de Sarrebruck par exemple. Sinon, un examen d'entrée est mis en place. Enfin ici, les élèves peuvent passer leur brevet des collèges avec mention franco-allemande, ainsi qu'un bac franco-allemand. Guten Tag, Stefan Hauter. Guten Tag. Sie sind der Leiter des deutsch-französischen Gymnasiums. Wir feiern den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags. Was bedeutet dieser Vertrag heutzutage? Macht es Sinn, dass wir ihn noch feiern? Es macht auf jeden Fall Sinn, diesen Vertrag zu feiern. Und ich bin Schulleiter des deutsch-französischen Gymnasiums und unsere Schule, so kann man das formulieren, ist von diesem Vertrag eigentlich, wir haben diesem Vertrag unsere Existenz zu verdanken. Wir sind zwar schon älter als der Vertrag, aber die Fortentwicklung der Schule und dann auch die Neugründung der anderen DFGs ist nur möglich gewesen mit diesem Vertrag und auch mit der ganzen Mission, die damit verbunden ist auf beiden Seiten der Grenze. Das deutsch-französische Gymnasium spiegelt den Geist des Élysée-Vertrags wider, das sagen Sie. Wie macht sich das im schulischen Alltag bemerkbar? Ja, die deutsch-französischen Gymnasien sind Begegnungsschulen. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Schulen, in denen zum Beispiel die französische Sprache als Fremdsprache intensiv gelernt wird, ist es bei uns zwar auch so, aber es heißt auch Partnersprache und nicht Fremdsprache. Das zeigt schon den Stellenwert der jeweilig anderen Sprache. Und wir sind ja auch eine deutsch-französische Schulgemeinschaft mit deutsch-französischen Schülern, mit Eltern von beiden Seiten und auch mit der Lehrerschaft. Ne? In Deutschland ausgebildete Lehrer, in Frankreich ausgebildete Lehrer, bis hin zur Schulleitung.
Richtet sich wirklich das DFG an alle Schüler? Man hört oft, und das ist eine Kritik, dass das DFG ein elitäres Gymnasium ist. Ja, das ist richtig. Ja. Die Frage des Elitären ist ein Problem, das wir mit uns herumtragen. Es ist natürlich klar, dass das Lernen einer Fremdsprache immer mit Ängsten verbunden ist. Ja. Das ist eines der schwierigen Fächer, wie vielleicht auch die Mathematik. Und diese Challenge, die wir uns geben, diese Herausforderung zu sagen, wir bringen Schüler aus dem Saarland mit einer Sprache am Ende zu einer Zweisprachigkeit, das ist ein mutiges Unterfangen, aber macht manchmal auch Angst. Ja. Und es ist sicherlich auch nicht einfach. Und es gibt auch Schüler, für die das sehr anstrengend ist. Und auch manche, die sagen, ich möchte das nicht weitermachen, aber wenn wir unsere Statistiken anschauen, schaffen es einfach sehr viele und wir haben auch nicht mehr Verluste als an anderen Schulen. Mhm. Französische Schüler lernen immer weniger Deutsch und umgekehrt. Einfach zu kompliziert. Wie gehen Sie damit um? Das tut uns sehr weh. Ich meine, wir haben an unserer Schule das Problem nicht, weil unsere Schule ist gut besucht. An der Grenze gibt es viele, die diese Kompetenz der Zweisprachigkeit nachfragen. Insofern, auf unserer Insel ist das Problem nicht gegeben. Aber wir sehen mit Besorgnis, dass natürlich in beiden Ländern diese jeweilige Partnersprache leider immer weniger en vogue ist und weniger angewählt wird. Und das ist sehr bedauerlich, denn wir wollen ja nicht alleine sein mit dem deutschsprachigen mit dem Französisch- und Deutschunterricht. Aber wir hoffen auch, dass unsere Schule so auch ein paar Impulse gibt in diese Richtung. Wir entsenden ja doch jedes Jahr 100 bis 150 Abiturienten ins Land, die anderen DFGs auch. Wir hoffen, dass das Missionare sind, die so ein bisschen auch in die beiden Länder tragen, dass das Französische und das Deutsche auch Spaß machen, die beiden Sprachen. Neben dem Englischen, es ist ja kein Entweder-Oder, und Englisch, das gehört immer dazu, auch bei uns. Mhm. Vielen Dank, Herr Hauter, für dieses Interview. Je vous propose maintenant de regarder le labo interculturel de Tom Koschutza. Il s'attelle aujourd'hui au nom des classes. Vous savez, en France, CP, CE1, CE2, c'est pas toujours facile de s'y retrouver, ainsi de suite. En Allemagne, c'est un petit peu plus logique. Regardez. Il y a 3 ans, j'ai fait un échange scolaire en France chez mon correspondant Timo. Et hier, on s'est enfin revus pour la première fois depuis l'échange. Entre-temps, nous avons tous les deux passé notre bac, donc évidemment, je lui ai demandé ce qu'il fait depuis. Oh, comment je le regrette. Alors toi, qu'est-ce que tu fais maintenant là? Alors moi j'avais plusieurs idées en fait pour la suite de mes études après mon bac. Je pouvais soit partir sur un BUT, soit partir sur un BTP. Et sauf qu'en fait j'ai un peu réfléchi et je me suis dit qu'un BTS ce serait un peu mieux pour ma suite d'études et ce que j'avais réellement envie de faire. Attends, quoi? Rien compris. Sur le moment, évidemment, j'ai essayé de présenter la plus belle poker face de tous les temps, du genre tout est normal. Bien sûr, un BTS, oui, un DUT, CA, truc machin chose et j'en sais rien. Là, cette année, je suis parti sur un BTS. D'accord, bah tant mieux, ça te plaît alors? Mais dans mon cerveau, ça donnait « What ?» Non, sérieux, les Français avec tous ces sigles, vous me faites trop rire. Et ce jour-là, encore pire, on parlait aussi de notre scolarité. Oui, c'est vrai, ça fait déjà depuis le CM2 ou la 6e en fait que j'avais cette idée-là en tête. Mais c'est vraiment plus vers la terminale que j'avais envie de concrétiser cette idée. Et c'est pour ça que du coup maintenant je fais des études pour ça. Déjà en primaire, il y a les noms de classes à dormir dehors avec le CP, le CE1 et 2, le CM1, le CM2 et j'en passe et des meilleurs. Alors là, je me noyais. Même chose avec les classes au collège et lycée, de la 6e à la 3e, puis la seconde et la première, enfin la terminale. C'est tout de même plus logique en Allemagne. On compte simplement de la première classe jusqu'à la 12e ou la 13e classe. C'est 1000 fois plus simple, non ? Bonjour Madame Christine Wallibus-Huguen. Vous êtes la proviseure française, donc j'ai laissé Monsieur Hauter et maintenant je me consacre à vous. Alors, on vient de voir le labo interculturel de Tom. C'est plus logique, le système des noms des classes en Allemagne ? C'est logique, sauf sur un point, la 6e est la même, n'est-ce pas ? Mais ça peut être plus logique dans le sens où ça monte par rapport, c'est croissant par rapport, en arrivant vers la terminale, bien sûr. Mais nous, c'est par acronyme, ça veut dire aussi ce qu'on enseigne dans les classes de primaire, par exemple. Voilà.
Mais je dirais que c'est plus logique, oui. Alors vous êtes en poste depuis peu au lycée franco-allemand de Sarrebruck. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait accepter cet emploi? Parce que j'ai fait des études franco-allemandes. Voilà, donc le traité de l'Élysée a une réalité pour moi, puisque j'étais en effet scolarisée en section allemande du lycée international de Saint-Germain-en-Laye, avec des profs allemands. Voilà, donc je parle bien allemand. Et bien sûr que l'AEFE m'a nommée parce que d'abord j'avais réussi une première mission et parce que je parle allemand. Et ça me plaît. Alors, je vous pose une question concernant l'enseignement des mathématiques. Ici, il est possible qu'un élève ait une année les maths en allemand et l'année suivante les maths en français. Je me demande toujours, pour un élève, deux langues à maîtriser, plus parfois deux approches complètement différentes d'une même matière. Est-ce que ce n'est pas perturbant ? Depuis la rentrée, je n'ai pas noté que des élèves étaient perturbés. Il faut dire que le niveau, les élèves ont quand même un très bon niveau ici au lycée franco-allemand. Moi, ancienne prof de maths, avant d'être proviseur, ça m'interpelle. Ils auront un choix de filière, parce qu'attention, la réforme du bac ne s'est pas appliquée au lycée franco-allemand de Sarrebruck. Donc, dès la seconde, les enfants choisissent s'ils veulent être en S, en ES ou en L. Donc, les maths, il y a plusieurs classes possibles en fonction de s'ils veulent quand même, si ça n'allait pas en maths, ils peuvent changer de terminale ES1, ils vont en ES2 si vraiment les maths en allemand, c'est trop compliqué pour eux. C'est une possibilité, mais jusqu'à cette année, on n'a pas eu à le faire. Donc les élèves ont quand même un bon niveau. D'accord. On est un peu surpris. Certains professeurs ne parlent pas la langue du partenaire au lycée franco-allemand. C'est pas une condition. Tous le comprennent. J'ai vu à la Gesamtkonferenz, quand on a fait l'Assemblée générale, moi je traduis un peu en français, mais beaucoup de professeurs français comprennent l'allemand, beaucoup de professeurs allemands comprennent le français. C'est pas une grosse difficulté. Alors, parler couramment, peut-être pas, non, mais traduire, non, mais ils comprennent. Et c'est une des conditions pour être recruté, de connaître quand même un minimum l'allemand. D'accord. Ma dernière question, est-ce que le rapprochement des peuples doit passer par l'apprentissage de la langue du voisin ? Je pense que déjà, parler la langue du voisin, ça aide à se comprendre. Même si on a cette fameuse langue anglaise internationale que tout le monde doit parler. Mais non, je pense surtout l'amitié franco-allemande avec ce qui a pu être vécu, je pense que c'est important. Et puis même si on fait une faute, c'est pas grave, le tout c'est qu'on... De faire un effort d'apprendre la langue du partenaire ou du voisin, ça montre qu'on a compris ce qui s'était passé avant et qu'on n'a plus envie que ça se reproduise. Merci Madame pour cette interview. Alors les rapports franco-allemands, quels qu'ils soient, doivent continuer et ne jamais cesser. C'est ce que s'efforce de faire l'école biculturelle Élie Remeau de Frémin-Merlebach en proposant aux écoliers dès la maternelle d'apprendre l'allemand et de participer à des échanges de chaque côté de la frontière. La semaine dernière, les élèves de CM2 et les anciens élèves désormais en 6e ont partagé une matinée d'activités en langue allemande, bien sûr, l'occasion pour Émilie Capodici de leur demander ce qu'ils associaient au traité de l'Élysée. C'était quand Jacques Chirac et le président allemand, je ne me rappelle plus de son nom, Monsieur de Gaulle, il a traité un pacte avec l'ancien président de l'Allemagne. La France et l'Allemagne, ils sont redevenus amis. Pour dire de faire la paix. Ils ont signé un papier pour dire comme quoi, déjà ils avaient pu se faire la guerre et qu'il allait y avoir une journée franco-allemande. Si le contexte du traité de l'Élysée est un peu flou pour les jeunes, son héritage, lui, n'en reste pas moins présent, surtout dans notre territoire frontalier. En témoigne le développement des écoles biculturelles comme l'école Élie Remeau de Frémin-Merlebach. Les écoles parce qu'elles sont biculturelles, les écoles parce qu'on y enseigne l'allemand et tout plein d'autres choses, ce sont les conséquences de ce traité de l'Élysée, important en 1963 d'ailleurs, où on s'est réconcilié, où on a commencé à échanger entre la France et l'Allemagne. Donc pour l'école Remeau biculturelle, mais je pense aussi pour le collège,
Cette journée ou cette semaine sera un incontournable et je pense que des activités culturelles seront proposées. Nous, on le proposera. L'école Élie Remeau accueille plus de 200 élèves de la maternelle au CM2. En tant qu'école biculturelle, elle met l'accent bien plus que dans les établissements traditionnels sur un apprentissage de la langue approfondi, mais aussi sur une découverte de la culture allemande. Ok, noch einmal. L'enseignement, c'est vrai que la plupart des écoles dites ordinaires proposent une séance par semaine. Nous, on est à une séance par jour et je trouve ça très important. L'école Remeau fait partie d'une des premières à être biculturelle et je me rends compte en observant un peu autour de moi qu'il y en a d'autres qui se développent, donc on prend tout doucement conscience de l'importance de notre situation géographique. Et malgré leur jeune âge, les élèves ont déjà bien conscience des nombreux atouts que leur offre la maîtrise de la langue allemande. Je parle en allemand depuis tout petit, c'est devenu une habitude. C'est comme si ça faisait partie de moi. Pour moi, c'est important de parler allemand. Parce que si on va en Allemagne, comme ça, on sait parler allemand. Parce que ma mère, elle travaille en Allemagne et du coup, je vais souvent en Allemagne. Parce que plus tard, par exemple, si on va aller travailler en Allemagne, au moins on doit la langue. Keine Ameise, nein. Es geht. Nein, keine Spinne. Avant de célébrer la journée franco-allemande le 22 janvier, les élèves de CM2 de l'école et ceux de la section biculturelle du collège de Frémin-Merlebach se sont rencontrés avec leurs professeurs pour une matinée d'atelier en allemand sur le thème des animaux du monde. L'occasion pour eux de communiquer en allemand uniquement. C'est la première rencontre aujourd'hui, donc on travaille ce vocabulaire. Alors on a le jeu de cette famille, qui oblige à dialoguer. Il y a le jeu du pendu, il y a des mémories, il y a du domino. Ils doivent inventer un animal et lui donner le nommer en allemand. Il y a aussi du mime par la pâte à modeler. Donc différentes activités qui vont les obliger à parler en allemand. Et je vois, ça parle, je vois que ça communique, ça dialogue, en plus en allemand. Donc on est dans notre projet. Stimmt, das ist im Wasser. Genau, der Fisch. Tricoter pour une bonne cause, c'est l'objectif que se sont fixés des personnes à Schönau dans le Palatinat. L'initiative s'appelle Strickeln mit Herz, de la contraction de stricken et häkeln, tout cela pour une bonne cause. Jens Scherer a sorti ses aiguilles à tricoter, forcément. Sabina Bleuil est la fondatrice du groupe Strickeln mit Herz, tricoter avec le cœur. Après avoir quitté la région de Stuttgart en 2017 pour s'installer à Schönau, elle a eu l'idée de prendre contact avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt qu'elle. Es war 2019, am Anfang des Jahres habe ich mir gedacht, ich möchte ein soziales Projekt starten. Und dann habe ich mir noch gedacht, ich möchte etwas machen, was mir auch Spaß macht. Und ich stricke und häkle schon seit Kindesalter und das macht mir einfach Spaß. Und dann habe ich mir gedacht, und wenn noch eine Gruppe von Menschen zusammenkäme, das wäre das, was ich mir für das Jahr 2019 wünsche. Und mit dieser Idee bin ich zu unserem Bürgermeister hier, Herrn von Venrooy, gegangen und der fand das toll. Und am 1. Februar 2019 saßen wir hier in diesem Raum, also das ist ein Raum von der Gemeinde, der uns zur Verfügung gestellt wird, saßen wir schon da, 15 Frauen, und haben losgelegt. Depuis ici, elles tricotent et elles crochettent au gré de leurs envies en utilisant presque exclusivement de la laine issue de dons. Celle-ci est fournie au groupe par des personnes qui ne l'utilisent plus ou même suite à des fermetures de magasins. Seuls 5% environ de la laine sont achetés par le groupe lui-même. La quinzaine de femmes crée alors des chaussettes, des bonnets, des bandeaux, des manchettes, des porte-clés et bien d'autres choses encore. Les produits terminés sont ensuite vendus contre un don sur le marché de Schönau, lors d'actions spéciales ou sur demande privée. Wir sammeln Spenden. Wir geben halt unsere Sachen und dafür bekommen wir Spenden, die sammeln wir. Und alles, was wir einnehmen, geht für karitative Zwecke. Und zwar am meisten liegt uns die Tafel Pirmasens. Die liegt uns am Herzen. Da überweisen wir jedes Jahr große Mengen
Und dann, da gibt es ja noch so Kindertafeln, das ist ein Projekt von der Tafel, da überweisen wir auch immer. Und sonst, ja, wir hören, wo Not ist und dann bekommen die Leute das Geld. C'est comme ça que la vallée de l'Ar a été soutenue après les inondations catastrophiques, ou encore des familles de la région qui ont dû faire face à un coup du sort. Au cours des 4 années qui ont suivi sa création, le groupe a déjà pu faire don de 19 000 €. Parfois, les objets tricotés sont également donnés en tant que tels, par exemple à une association contre le cancer des ovaires. Des petits nids ont été remis à une station d'élevage d'oiseaux. La banque alimentaire de Pirmasens tient particulièrement à cœur à Sabina et aux femmes, car elle permet d'apporter une aide sociale et d'éviter que des aliments ne soient jetés, tandis que la banque alimentaire pour enfants offre en plus de repas chauds une aide aux devoirs pour les jeunes socialement défavorisés. Les femmes se rencontrent chaque premier vendredi du mois dans la maison Ginant à Schönau et c'est un groupe ouvert. Also ich möchte gerne die Gelegenheit hier nutzen, alle einzuladen, die Lust haben am Stricken und an Häkeln, Lust haben an Gemeinschaft und Lust haben, was Gutes zu tun, einfach sich bei mir melden. Ich denke mal, hier wird in der Reportage unten meine Kontaktadressen werden angegeben. Einfach sich melden und mitmachen. Das würde mich unheimlich freuen. Und auf der anderen Seite, wenn Sie selber nicht stricken oder häkeln, aber zum Beispiel Socken haben wollen oder eine Mütze oder ein Stirnband oder was auch immer, bitte genauso melden. Wir erfüllen fast alle Wünsche. Grâce aux réseaux sociaux, le groupe de femmes compte déjà des membres d'autres régions d'Allemagne qui sont simplement reconnaissants pour les conseils d'artisanat ou qui leur envoient leurs créations. Une femme ukrainienne qui vit dans le village depuis 2022 a directement intégré le groupe. Une autre traverse la frontière depuis la France pour participer. Les personnes intéressées peuvent contacter Sabina Bleuil par téléphone. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a donné envie de me mettre au tricot. Voilà, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous et je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Tschüss und bis bald, à bientôt.